C'est marrant, depuis ce soir, j'entends des choses qui trouvent écho, parce que c'est un peu ce dont je vais parler, alors que c'est très différent. Mais je vais quand même un peu plomber l'ambiance. Le 13 novembre 2015, j'ai vécu l'aventure la plus extrême de ma vie. 13 novembre 2015, j'étais à votre place, dans le Bataclan, et j'ai eu de la chance. Ça peut vous paraître être un oxymore, chance et Bataclan dans la même phrase, mais j'ai été chanceux, je m'en suis sorti vivant, et j'ai perdu personne. J'ai été très chanceux parce que j'étais marié, j'avais une femme, des enfants, des parents, une psy, qui m'ont aidé à supporter tout ça. J'ai été chanceux parce que je savais dessiner, c'est mon métier. Je suis illustrateur médical. J'ai pu dessiner ce que j'ai vécu. J'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré un éditeur. Le mieux éditeur. Ça ne s'invente pas. J'ai vu le bonhomme, il m'a dit son nom, je n'en revenais pas, je me suis dit c'est lui. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu encore continuer à vivre. Tout à l'heure, Louis vous expliquait ça, et c'est exactement ça. Je m'en suis mieux sorti, mais c'est exactement ça. Le 13 novembre, la France a vécu l'attaque la plus meurtrière qu'elle ait connue depuis 70 ans. 130 morts, 413 blessés, 99 dans un état critique. C'est-à-dire que tous ici, vous êtes soit morts, soit blessés. C'est énorme. Ça, ce ne sont que les victimes directes. Le 13 novembre, j'ai passé 2 heures dans l'antichambre de la mort, allongé dans le sang. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Moi, le premier. Odeur de poudre, tiens, des pétards, mais c'est pas en rythme avec la musique. Quelque chose ne coïncide pas. Tout le monde se jette à terre sans franchement voir ce qui se passe, sans franchement comprendre ce qui est en train de se passer. Moi, je me retrouve assis, avec ma stature, allongé sur les gens, assis sur les gens allongés. Je vois les tireurs, je les vois nous tirer dessus. Je ne comprends pas. Je m'allonge malgré tout en rigolant, en disant à tout le monde « Levez-vous, levez-vous !» C'est pour rire. Et je les ai vus lancer un chargeur pourtant dans la fosse. Je sais, je dois être un peu couillon, même beaucoup. Mais je n'ai pas compris. Une porte de secours s'est ouverte, ça je l'ai su après, et ce qui était une masse allongée est devenu une masse mouvante, une vague de peur. Les gens ont commencé, très très vite, à sortir. Et en suivant ce mouvement, j'ai vu une jeune fille se faire marcher dessus, les 2 jambes ballottant au rythme des fuyards. Alors prenez pas le terme fuyard comme un terme péjoratif, parce que quand vous avez les 3 calaches qui vous tirent dans le dos, tout le monde fuit, c'est normal, c'est un réflexe. J'ai posé un genou à terre, quelque chose m'a accroché le pied, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Et j'ai croisé le regard d'un jeune homme, mort. Là, j'ai compris. La jeune fille à côté de moi, je lui ai proposé de l'aide, quand même, on est un petit peu humain. Elle ne pouvait pas se relever, elle était blessée de part en part par les fesses. Donc, je me suis allongé dans le sang, parce que je me suis dit que c'était la meilleure des choses à faire. La meilleure cachette. On ne tue pas les morts, normalement. Et j'ai tenu compagnie à cette jeune fille. Devant moi, il y avait un jeune homme. Je lui ai demandé comment il allait. Je lui ai pris la main, mais elle était froide. Je me suis donc réellement tourné vers cette jeune fille. Elisa, que j'ai pris pour ma fille, ma petite fille du Bataclan. En fait, elle avait 32 ans, et comme j'en ai presque 50, ça allait. Puis on s'est tenu compagnie, on s'est tenu des petits mots, on a réussi à s'échanger nos prénoms, nos dates de naissance, là où on habitait. Des petits mots de soutien, c'est rien, je vais vomir. Ben vas-y, ça fera plus réaliste. Un peu plus tard, je lui ai raconté l'histoire du pingouin qui respirait par le cul. Elle la connaissait pas, puis elle n'a pas écouté parce qu'il y avait d'autres bruits. Notamment une explosion qui nous a amenés un petit peu plus dans l'horreur, nous couvrant de chair et de sang, puisqu'on était à quelques mètres. Ce soir-là, on a passé 2 heures ensemble. 2 heures à essayer de tenir, 2 heures à essayer
de se supporter, d'être humains l'un pour l'autre. On a créé une bulle d'humanité, à nous deux. Une petite bulle, mais une bulle qui nous tenait. Je me disais que je ne pouvais pas crever, que j'avais 3 gosses. Je me disais qu'il fallait que je continue. Et chaque petit battement était un décompte du temps de vie qu'on gagnait. Celui qui venait de passer, parce que le futur, on ne le connaissait pas. J'ai rassuré Elisa en lui disant que les coups de feu que l'on entendait étaient ceux qui ne nous tuaient pas. C'est vachement rassurant, parce qu'il y en avait pas mal, donc on pouvait avancer dans le temps. Je me suis même endormi. Enfin, quasiment endormi. Visiblement, c'est un réflexe assez courant. J'en ai parlé avec un reporter de guerre qui m'avait dit que sur des lieux, je crois que c'était en Irak, il s'était endormi. En plein champ de bataille. Mode de protection, on ne comprend pas, donc le cerveau se met off. Et puis, j'ai réussi à sortir, à 23h23. Tout de suite, bien sûr, je préviens ma femme, qui me coupe un peu l'herbe sous le pied parce que je lui avais préparé une bonne blague. Chouette concert, mais t'as bien fait de pas venir. Maintenant, j'ai pas eu le temps parce qu'elle avait allumé la radio. Et du coup, ça faisait 1 heure qu'elle s'inquiétait. Elle avait rameuté toute la famille, donc mes parents étaient là, puisqu'il y avait la petite qui dormait dans la chambre. Elle ne pouvait pas partir me rejoindre, infirmière, super-héros, superwoman qui voulait me sauver, mais non, c'était pas possible. J'ai rejoint ma femme et mon père vers 4h30 du matin, place de la Bastille, ça fait une demi-heure à pied, j'ai mis, enfin même pas une demi-heure, un quart d'heure à pied. Moi j'ai mis une demi-heure, terrorisé tout seul, couvert de sang, en me demandant si j'avais pas rencontré un terroriste fuyant. Et quand j'ai vu ma femme et mon père, j'ai vu dans leurs yeux tout sauf ce à quoi je m'attendais. Je pensais trouver de la joie, mais non. De l'amour, oui. De l'effroi, oui. De la terreur, mais pas de joie. J'ai mis un bout de temps avant de comprendre qu'ils ne pouvaient pas être joyeux comme moi je l'étais. Pour eux, je venais tout juste de sortir de la mort. Moi, ça faisait 4 heures que je savais que j'en étais sorti. Ça faisait 4 heures que je voyais les civières qui passaient. Ça faisait 4 heures que je voyais les sacs plastiques qui passaient. Quand je suis rentré chez moi, c'était le gros flou. 1 minute, 1 seconde, 1 heure, je ne sais pas. Je suis rentré dans une autre dimension. Je suis rentré dans une dimension où on n'a plus de futur. Je suis rentré dans une dimension où le Bataclan est en permanence dans mes yeux. Je dors, je fais des cauchemars sur le Bataclan. Je suis éveillé, je vois le Bataclan, je vois le massacre. Je vois les copains. J'ai mis très longtemps avant de savoir, par exemple, où étaient les copains avec qui j'étais. J'ai mis très longtemps avant de retrouver Elisa, 2 jours, ce qui m'a semblé être une éternité. J'ai commencé à pouvoir redormir, c'est-à-dire 2 heures, 2 heures, 2 heures. Pas d'affilée, il ne faut pas déconner. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce que je suis en vie maintenant ? Pourquoi est-ce que moi j'ai été épargné ? C'est quoi le sens de tout ça ? Qu'est-ce que je dois faire de cette vie-là ? C'était tellement douloureux que j'aurais préféré rester crevé plutôt que de continuer à vivre. Ça n'a aucun sens. Quel est le sens de la vie quand on sait qu'on peut tuer si facilement, qu'on peut mourir si facilement ? Quel est le sens de tout ça ? Et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Je suis dessinateur. L'idée des dessins m'était venue, mais je ne pouvais pas tout dessiner, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas dessiner tous ces corps. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas ce que j'aime. Ce n'est pas ce que je veux dessiner. L'émotion, l'intention, les peurs, oui, mais pas dessiner l'horreur. Il m'a fallu 3 mois de réflexion, 3 mois avec ma psy, 3 mois avec mes parents, 3 mois à réfléchir, pour finalement trouver les trucs et astuces qui m'ont permis de dessiner tout ça. Enfin, dessiner, pour moi, ce n'est pas vraiment encore du dessin, parce que c'était tellement nerveux, tellement tendu. J'ai réussi, je me suis lancé dedans, c'était le but, un sens à ma vie. J'avais retrouvé tout d'un coup un futur. J'avais tout d'un coup retrouvé une dimension qui allait au-delà de la seconde, au-delà de la minute. Je pouvais me projeter sur le but que j'avais. C'est pas pour rien, j'ai commencé par la première planche. C'est la première que j'ai eue dans la tête. Sur 15, la première, c'est la dernière. Celle où je suis dehors. Je me suis réapproprié cette soirée par cette bande dessinée. Je me suis réapproprié ma sortie. Je suis, moi, acteur de ma sortie en dessinant. Et puis j'ai réalisé autre chose. Il y a plein de gens, finalement, qui vivent des situations extrêmes en dehors de ce type de situation. Et tout d'un coup, je
trouve un sens à ça. J'ai subi une absence de futur. On a voulu me priver de mon futur. On a voulu me priver de cette projection que l'on a tous, une anticipation dans la vie. Quels sont les gens qui n'ont pas ça ? Des gens qui décèdent, des gens qui souffrent de maladies, ou des gens qui sont au chômage. On en parlait à l'instant. Alors vous allez me dire, c'est pas tellement comparable, toi tu as risqué ta vie, eux ils sont simplement au chômage. Oui, mais quand vous êtes en fin de droit, quand vous devez payer les traites, quand vous devez payer la bouffe, quand vous devez habiller les enfants, on en parlait à l'instant, c'est exactement ça. Vous n'avez plus de futur. Et cette absence de futur, elle est patente pour toutes les personnes. Imaginez un couple qui travaille en usine, cette usine qui va fermer pour être transportée à l'autre bout de l'Europe alors qu'elle est rentable. On ne va pas se demander si dans 2 ans ils vont être en fin de droit, comment ils vont vivre dans 2 ans. L'ultralibéralisme est aussi violent que le terrorisme. L'ultralibéralisme fait autant de dégâts, pas de la même manière. Il n'y a pas un fusil d'assaut, non. Par contre, ça exécute les gens. Allez, par centaines, on les licencie et on verra bien ce que ça donne. Ce n'est pas notre problème. Nous, on s'est enrichis. C'est tout aussi extrême que ce que j'ai vécu. En France, à l'heure actuelle, on a 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. L'équivalent d'un pays comme la Suisse. C'est un petit peu moins pour la Suisse, je crois que c'est 8 millions. En Allemagne, ils ont 12,5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. L'équivalent de la population de l'Île-de-France. Donc c'est pas Paris, c'est l'Île-de-France. C'est énorme. Pas mal pour les 2 pays forts de l'Europe. Pas mal pour les 2 pays moteurs de notre économie. En Afrique, des gens crèvent dans des mines pour extraire le minerai qui va servir pour les composants de nos téléphones. Celui que j'ai dans la poche, celui que nous avons tous dans la poche. Des enfants en Chine vont assembler ces mêmes téléphones. Puis après, ils vont retourner sous une autre forme à l'Afrique, dans des décharges illégales, en polluant tout un pays. C'est le cas au Ghana, par exemple. Il y a énormément de décharges qui privent les gens d'un futur en les tuant. C'est l'ultralibéralisme. Je ne fais pas de distinguo, simplement dans la forme. Politique, idéologique, religieux, les extrêmes tuent. On se tue nous-mêmes, par appât du gain, froidement par idéologie, et on se tue. Grâce au dessin, j'ai retrouvé un avenir. J'ai retrouvé un sens à ma vie. Et on a tous besoin de cet avenir. On a tous besoin d'un sens à notre vie. Et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, humains, pour le retrouver. Merci à vous.